Et ma grand-mère disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, ils ne te voleront pas. Dans confiance, il y a croyance. Si vous ne faites pas confiance, donc vous n'avez pas de croyance en vous, ça va être compliqué. C'est la phrase de Bertolt Brecht, celui qui ne combat pas, il a déjà perdu. Et cette France qui est devenue très frileuse par rapport au changement, or qu'on était un peuple innovant, un peuple engagé. La cuisine, c'est la maîtrise du geste, du feu, du temps. Ah oui. Coupe juste, goût juste, tout est lié à une forme de spiritualité. Bienvenue dans Domino, Thierry Marx. Merci pour cet accueil. Un grand plaisir de vous recevoir. Partagé d'être là. Alors, vous êtes l'un des chefs cuisiniers les plus reconnus en France et peut-être aussi l'un des plus engagés et singuliers de votre génération. Un chef étoilé et plusieurs fois doublement étoilé au guide Michelin. Mais derrière les étoiles, il y a surtout un homme qui n'a jamais oublié d'où il venait, une enfance dans le quartier de Ménilmontant, à Paris dans le 20e arrondissement, et une adolescence en banlieue parisienne dans une cité HLM de Champigny-sur-Marne. Vous êtes depuis 2022 le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui est le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration. Et vous dirigez aussi une dizaine de restaurants, dont certains sont emblématiques, comme Madame Brasserie, au premier étage de la Tour Eiffel, le Reseda Café, au Grand Palais, et surtout, en février 2023, vous avez ouvert Honor, qui est le premier établissement gastronomique engagé et basé sur le principe de l'économie solidaire. Mais ce qui vous distingue peut-être, c'est cette idée que la cuisine ne sert pas seulement à nourrir, elle peut aussi réparer, réconcilier, relever. Vous avez créé des écoles de la deuxième chance, gratuites, pour former des personnes éloignées de l'emploi au métier de cuisinier, de serveur, de boulanger. Vous intervenez aussi dans les prisons, où vous donnez des cours de cuisine à des détenus en vue d'une réinsertion professionnelle. Et puis, vous êtes aussi une figure médiatique, car pendant 5 ans, vous avez été juré à Top Chef avant de revenir dans MasterChef. Dites-moi, il paraît que vous n'aimez pas le terme de chef. Non, ce n'est pas le terme de chef que je n'aime pas, c'est d'oublier que quand on est chef, on est d'abord un artisan. Ouais. Donc c'est important de le rappeler parce que je trouve que des fois on donne une proportion un peu trop excentrique et un peu trop large à cette notion de chef, comme si on avait une science infuse. La base de notre métier, c'est quand même de défendre et de faire en sorte que nous soyons reconnus comme artisans. Il me semble que c'est important. Et évidemment, entre l'art et l'artisanat, souvent c'est assez mince et que je défends effectivement une cuisine d'auteur. Pas seulement ma cuisine, mais de défendre aussi ceux qui transforment le produit et qui lui donnent de la mémoire. Et donner de la mémoire à de l'éphémère, c'est la base de la cuisine. Alors, avant toute chose, la règle de l'émission. Entre vous et moi, il y a ce vase rempli de dominos noirs et de dominos blancs. Dans un instant, je vous demanderai d'en piocher un. S'il est blanc, eh bien, ce sera l'interview blanc sur noir, l'interview qui éclaire vos réussites, vos plaisirs, vos joies. S'il est noir, ce sera l'interview noir sur blanc, pour explorer votre part d'ombre, les failles, les doutes, les vérités secrètes. À côté de vous, il y a un masque. Si toutefois une question vous dérange, vous pouvez porter le masque. Voilà. Et maintenant, je vais vous demander de vous concentrer, de fermer les yeux et de tirer un domino. Il est blanc. Alors, on commence par l'interview blanc sur noir, l'interview lumière. Alors, Thierry Marx, on a presque tout dit, tout écrit sur vous. Mais qu'est-ce qu'on n'a encore jamais dit ? Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit ? Pas grand-chose finalement. On n'a peut-être jamais dit que le parcours avait été un peu compliqué pour rentrer dans ces métiers de la gastronomie, où on est plutôt élève de ou fils de, que ce n'était pas mon cas. Donc je fais partie de ceux qui ont compris qu'on était différents et inégaux face à la vie
Et de ce fait, il fallait mener le combat et que l'ascenseur social est une farce politique, mais il n'existe pas. Donc il faut avoir ce goût de la verticalité et de l'effort. Vous parlez d'escalier social. Exactement, oui. Parce que dans l'escalier, on fait des efforts quand on monte les On marches. fait des efforts pour atteindre une marche qui est une marche de projet. Mais vous ne pouvez pas faire confiance, et c'est une absurdité de rhétorique de plateau politique de dire que l'ascenseur social, vous vous rendez compte de laisser croire aux gens qu'ils peuvent faire confiance à une technologie pour s'élever socialement, c'est une absurdité folle de raconter ça, et de ne pas faire admettre non plus qu'on est différents et inégaux face à la vie, que effectivement quand vous êtes ou vous sortez d'une extraction sociale très modeste, voire très très modeste, eh bien c'est quand même plus compliqué pour vous, pour les autres. Vous étiez petit-fils donc d'ouvrier, enfin d'artisan. Votre grand-père était forgeron ou... Mon grand-père a été maréchal ferrant et ensuite il est devenu plombier zingueur. Et mon père travaillait aussi dans le monde du chauffage. C'est des artisans, ce qu'on appelait des ouvriers qualifiés, et qui, par la force de leur travail et de leur projet de vie, sont devenus des artisans, dont des petits chefs d'entreprise, mais des chefs d'entreprise quand même. Et votre grand-père avait fait les compagnons oui, du Devoir. bien sûr. Mon grand-père était chez les compagnons des Devoirs, ce qui lui a permis, en n'étant pas vraiment sûr d'être français au départ, de pouvoir entrer dans cette capacité à monter en compétence dans un métier. Parce que d'origine polonaise. Exactement, oui. Alors, votre animal totem, c'est la libellule. Oui. Et vous lui avez même consacré un livre, La stratégie de la libellule. Donc c'était plutôt un livre de développement personnel. Mais en quoi vous sentez-vous connecté à cet insecte ? C'est-à-dire que je ne savais souvent, quand en 2004-2006, j'ai commencé un petit peu à avoir un peu de relief médiatique, notamment au travers d'une émission qui s'était envoyée spéciale et un article de presse dans Libération, j'avais bénéficié de ça. Et beaucoup de gens me demandaient, mais comment tu as réussi? Moi aussi, je viens du quartier, moi aussi, ça a été difficile. En gros, c'est quoi les ingrédients de la réussite? Et j'ai pas d'ingrédients, c'est-à-dire que vos ingrédients pour réussir et mes ingrédients sont probablement pas les mêmes. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Et je me suis aperçu que finalement, quand j'ai eu un projet, j'ai pas reculé. J'ai fait un pas de côté, je suis monté, descendu, et puis moins d'intensité. J'ai cherché un nouvel angle, mais j'ai pas reculé. Et un professeur au Japon m'expliquait, un professeur d'escrime au sabre, me disait, il y a un animal totem chez les Japonais, c'est Tomo, la libellule, parce qu'une libellule, ça ne recule jamais. Quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Et j'ai écrit, évidemment, cette stratégie de la libellule, parce que finalement, quand on a un projet, eh bien, il faut se mettre en stationnaire, observe et tais-toi, parce que la libellule voit à 360 degrés, elle se met en stationnaire, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Mais ne recule pas, en gros. Et du coup, j'ai écrit... Alors, c'est devenu un livre qui ne trouvait pas sa place en librairie. C'est-à-dire, on ne savait pas si on devait le mettre en livre de chef, en développement personnel, développement personnel ou autre. Et finalement, j'y ai pas acheté. Et il a fortement marché parce que les gens se reconnaissent là-dedans en se disant, c'est vrai que quand j'ai un projet, je me remets en verticalité et je ne recule pas. Vous évoquiez votre enfance quand même assez difficile. À quel moment vous vous êtes senti avoir des ailes? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes dit, là j'ai des ailes? Je me suis toujours senti pousser des ailes parce que j'ai eu la chance d'avoir un creuset familial qui avait une rectitude. Que ce soit mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, on ne cherchait pas la solution chez les autres. Il fallait, d'abord, j'étais un garçon ça pleure pas et ça avance, ça prend son autonomie rapidement, donc j'ai tout de suite été mis en face de ma situation de vous-même, en fait, fait. Garçon. Et ensuite, ma mère me disait toujours, non, quand je disais j'ai des mauvaises notes, le professeur ne m'aime pas. Mais non, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est que t'as pas travaillé ta leçon. Et donc, toujours me mettre en face de chercher des solutions plutôt que de chercher des responsabilités chez les autres. Et je n'avais qu'une idée en tête, c'est de dire, je ne veux pas vivre dans ce quartier. Autant j'adorais le quartier de Ménilmontant,
parce qu'il y avait un côté escalier social, il y avait un côté ouvrier qualifié, communautaire. C'est vraiment très particulier. C'est une ambiance à la Douaneau, un peu, des images à la Douaneau. Et il ne faut pas oublier on n'était pas loin de la sortie de la guerre. Hein. Donc, moi, je suis né en 59. Dans ce quartier, il y avait encore toutes les communautés qui avaient été très, très liées à la guerre de 1945. Mais quand je suis arrivé dans ces quartiers dits HLM, des cités très compliquées du Val-de-Marne, je me dis, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Donc, je pense que les ailes qui m'ont poussé dans le dos, elles venaient de l'idée que je ne pouvais pas me considérer assigné à ce quartier. Donc vous vous répétiez, est-ce qu'en vous vous disiez ma vie m'appartient? Oui, oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut sortir de ce quartier. Ouais. Mais ce qui est dangereux, parce que j'aurais pu en sortir par n'importe quel moyen. Oui. Et quand vous avez 12, 13 ans, 14 ans, que votre père, c'est de plus aller à l'école et d'être dans la cage d'escalier, vous pouvez rapidement suivre le premier gourou qui passe. J'ai eu de la chance, le premier gourou qui est passé, c'était 2 personnes liées au monde du sport. Oui. Monsieur, le papa de Lucien Rodriguez, qui était un champion de boxe, et un champion de France de judo, qui m'a dit « Mais non, mais c'est bien beau de faire le mariole, mais venez ». Et j'ai compris, dans le cadre éducatif du sport, que je pouvais apprendre autrement. Vous savez, l'école, c'est apprendre pour faire, ce que je ne comprenais pas au collège. Mais sur un tatami, sur un ring, c'est faire pour apprendre. Et le rôle modèle du professeur devient très, très, très utile. Donc, je comprends, 1, que je peux apprendre différemment des autres, et 2, que je peux avoir confiance en moi. Et la première des croyances que vous devez avoir, c'est... parce que dans confiance, il y a croyance. Si vous ne faites pas confiance, donc vous n'avez pas de croyance en vous, ça va être compliqué. Et c'est là où j'ai senti que je pouvais regarder au-dessus de cette ligne d'horizon, finalement. Mais quand vous regardez votre parcours, est-ce que vous voyez d'abord les portes qui se sont fermées à vous, ou alors les portes qui se sont ouvertes? Non, je vois d'abord les portes qui se sont ouvertes. Via le sport, via ces 2 rencontres. Via le sport et via la capacité à contourner les portes qu'on me fermait. C'est-à-dire que quand on vous ferme une porte scolaire, quand on vous dit non, l'école hôtelière, c'est pas pour des gens comme vous dans les cités. Donc, qui vous avait dit ça? La conseillère d'orientation, et peut-être à juste titre d'ailleurs. Nous, Cité des Bois-l'Abbé, 1970, on vous dit non, votre futur, c'est la mécanique générale. C'est pas l'école hôtelière, c'est pas quoi que ce soit. Bon, finalement, j'ai contourné, je suis allé dans le monde du sport, j'ai pas pu faire sport-études, donc je suis allé chez les Compagnons des Devoirs, et finalement, j'ai fait un apprentissage en pâtisserie. Compagnons des Devoirs grâce à votre grand-père. Oui. Qui sortait des Compagnons des qui avait le modèle, on n'en sort jamais, on n'en sort que mort d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quand même une image, quand vous fermez les yeux, que vous pensez à votre enfance? Quelle image heureuse vous revient? L'image heureuse, il y a les images de la rue de Ménilmontant, d'être le roi du monde quand on est en haut de la rue de Belleville ou de la rue Ménilmontant, et de dominer Paris et de voir la Tour Eiffel toute petite, et les odeurs de la rue Ménilmontant, l'histoire de la rue Ménilmontant, mais les odeurs, c'est un melting pot. Il y a déjà presque 45 nationalités différentes. Vous avez les cafés kabyles, les juifs tunisiens, et puis très tôt, on a vu arriver l'Asie du Sud-Est. Donc tout ça, et l'Afrique, qui est, elle, plus sur la porte de Montreuil. Mais il y avait déjà tous ces mélanges, et des gens qui s'entendaient. C'est drôle parce qu'on disait que les communautés, quand elles s'engueulaient soit sur le jeu de rami ou le jeu de domino. Vous voyez, ça correspond un peu à votre émission. Les Kabyles jouaient au domino. Énormément. Et moi, j'ai souvenir du ring de boxe chez M. Bretonel, Faubourg-Poissonnière, avec tous ces boxeurs qui nous faisaient rêver, où il y avait encore l'image dans la salle de Marcel Cerdan et de tous les grands boxeurs. Boxe française ou boxe Alors, mon grand-père faisait de la boxe française, mais il était très ami avec Eugène Criqui,
qui était un boxeur absolument incroyable de boxe anglaise. Ouais. Mais alors, quand vous avez été, vous êtes retrouvé à la brasserie, enfin à la Tour Eiffel, ce restaurant, ça a dû vous faire, quand petit, vous pensez à l'image de la Tour Eiffel du haut de Mille énorme Montants. D'ailleurs, j'ai présenté mon projet, quand il a fallu présenter un projet pour reprendre cet établissement. J'ai dit, moi j'ai vu la Tour Eiffel toute petite, on venait au pied de la Tour Eiffel sans pouvoir des fois y monter parce qu'il y avait un ticket d'entrée. Et quand la première fois j'ai ouvert la première table chez Madame Brasserie, j'ai regardé immédiatement l'Est parisien. Et il y a une table auquel je prends mon café tous les week-ends. C'est cette table qui donne en direction de l'Est parisien d'où je viens. Ça, c'est une victoire, c'est une revanche sur votre enfance. Oui, c'est une vraie revanche. C'est pas une revanche dans le sens où je voulais me venger d'une société qui m'aurait maltraité, mais de dire on peut y arriver. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un projet, dès lors qu'on se remet en verticalité, dès lors qu'on garde son âme de combattant, on peut arriver. Moi, je me souviens d'un professeur au Japon qui me disait toujours « il n'y a rien d'impossible à une âme honnête ». Et je crois que c'est vrai, et je crois que c'est ce qu'il faut diffuser encore aujourd'hui. Et quelle est la phrase que vous avez pu entendre au cours de votre vie et qui vous sert de boussole encore aujourd'hui quand vous doutez? Être et durer. Être et durer. Oui, c'est la phrase qu'avait le général Bijard quand il a donné cet emblème du 3e régiment, c'est de dire être et durer. Moi, je rajoute toujours savoir être pour durer. Je crois que la rectitude de nos choix, notre verticalité, être un homme positif, s'engager jusqu'au jour où la veilleuse va s'éteindre, c'est quelque chose qui me reste très ancré en moi. Mais Thierry Marx, cette rectitude aussi, elle vient aussi de votre passé de militaire. Vous étiez para dans les marines. mais pas que. Je crois que ça vient aussi de chez les compagnons des devoirs, ça vient aussi du sport. Toujours donner une verticalité, la capacité à savoir tomber et se relever, de se dire, c'est la phrase de Bertolt Brecht, celui qui ne combat pas, il a déjà perdu. Bertolt Brecht écrit ça très 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 bien. Donc, quand je prends ça, je dis oui, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et c'est pour ça que nos écoles d'inclusion et d'insertion, c'est ce qu'on dit, on n'a rien à vous vendre. On ne vous vend rien. C'est quoi votre projet? Et c'est l'idée du projet. Ce n'est pas de remettre des gens à l'emploi qui est intéressant. C'est de faire comprendre aux gens, dès lors qu'ils vont avoir un projet et qu'ils vont se préparer à réussir ce projet, effectivement, ça les ramènera dans un emploi qui les rendra heureux. Oui. Vous avez eu, je crois que vous avez décroché votre bac à 26 ans. Oui, parce que j'ai passé mon bac en candidat libre en suivant les cours du soir. Rien de glorieux. Hein. C'était une sacrée... pour le coup, il en fallait du courage à 26 ans. On s'était inscrit avec tout un groupe d'élèves. Il y avait les cours du soir du lycée Hélène Boucher, rue des Pyrénées. Et on pouvait aller aux cours du soir à partir de 18h jusqu'à 22h. Et on était un groupe d'adultes, beaucoup de diversité. Et à l'époque, pour travailler dans une banque, il fallait le brevet. Pour travailler, pour tenter le concours de la police nationale, il fallait le brevet. Il y avait chauffeur de bus, il fallait le brevet. Et on était tout un groupe comme ça. On a tous sympathisé. Les profs nous ont aidés à passer le brevet des collèges. Et je me souviens toujours de cette prof qui nous a dit « mais vous devriez tenter le baccalauréat » parce qu'il y avait une telle fraternité où on s'entraidait tellement pour réussir nos cours, parce qu'on ne pouvait pas assister à tous les cours, eh bien, qu'ils nous ont fait obtenir le bac. Et c'était assez fort parce que, d'abord, personne ne nous l'a jamais demandé. Et puis, moi, ça m'a donné des ailes parce que quand j'ai eu le bac, j'ai dit, de toute façon, la France n'aura jamais rien pour moi. Je suis parti en Australie. Donc ça, c'était une vraie victoire personnelle, intérieure. Alors ça, oui, parce que j'aurais toujours dû me rappeler d'une phrase que m'avait dit un compagnon des devoirs quand je suis rentré chez les compagnons. Il m'avait dit, moi, des fois, je ne fichais rien le week-end. Et il me disait, tu sais, mon garçon, c'est pas ton patron qui protège ton emploi, c'est ta curiosité. Plus tu seras curieux, plus tu seras instruit, plus tu seras instruit, plus tu seras un homme libre. Et je garde encore ça en mémoire et je le diffuse toujours quand j'ai à m'occuper de jeunes gens qui sont des fois dans des situations un peu difficiles socialement. Et je leur dis ça, je leur dis mais soyez curieux, apprenez. C'est pas comment on apprend, c'est pourquoi on apprend pour être un homme libre. C'est ce que vous dites aux jeunes qui sont en décrochage scolaire, par exemple. Oui, pire que des fois le décrochage scolaire. Qui sont perdus. On a des décrocheurs scolaires qui commencent à 12 ans.
Oui, Donc vous c'est imaginez très bien tôt. que quand on Ouais. les retrouve dans des situations, des fois, sous main de justice, à 18, entre 12 et 18, il Ouais. s'est passé Et c'est énormément de choses extrêmement traumatisantes, des fois. mmh. Donc leur donner le goût de la belle écriture, leur donner le goût de l'apprentissage et de se dire, tu vas être un homme libre parce que tu as... Mmh. Moi, j'ai des phrases comme ça, et notamment une qui vient de ma grand-mère. Moi, je ne voulais pas aller à l'école quand j'étais gamin. Et elle me disait, elle savait, personne ne savait me convaincre d'aller à l'école. Ma mère disait, c'est obligatoire, nanana. Mais ma grand-mère disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, ils ne te voleront pas. Donc finalement, je suis allé à l'école primaire pour apprendre à lire, écrire et à compter, pour rançonner quelque chose à l'État français qui me paraissait me mettre en mode survie. De dire, là, il ne peut rien m'arriver. Or qu'au collège, je n'ai pas compris cette mécanique-là, et donc je n'ai rien fichu au collège. Mais ma grand-mère avait cette volonté-là, elle qui ne parlait pas bien le français et qui ne l'écrivait pas bien, avait cette notion-là, et elle me donnait 5 francs par semaine pour que je ramène la monnaie du pain. Et elle Ah! s'apercevait que je progressais à l'école quand je savais compter la Compter. monnaie du Ah, pain et lui magnifique, faire la liste de courses. Parce qu'il magnifique. fallait lui écrire la liste de Ouais. courses, parce qu'elle allait au marché une fois par Ah semaine. oui, alors que maintenant, c'est sur internet, enfin c'est sur internet, enfin Oui, oui, puis on on va oublie ouais. cette notion du geste, de la relation. Moi, Et le manque de fraternité, vous évoquiez la fraternité quand vous avez passé votre baccalauréat. ça revient Aujourd'hui, très vite. Ça revient très vite. Regardez le Covid, regardez, ça revient très vite dès lors que les gens ont besoin de compter les uns sur les autres. ouais, Ils trouvent des solutions. La fraternité en situation de crise, ça va très très vite. et qu'est-ce que vous avez réussi à réparer en vous? Il y a encore des choses qui sont pas réparées. Ce que j'ai réussi à réparer, c'est de mettre très tôt l'idée de la confiance et de mener les combats qui sont à mener sans mettre la tête dans le sable en disant bon, j'ai pas eu de chance. Non, non, je dis tant que je suis vivant, j'avance. Mais ce qu'on a du mal à réparer, c'est ce qu'on a vraiment loupé. L'échec scolaire a été Ouais. un vrai traumatisme, qui est un traumatisme durable. De ne pas avoir eu le temps de dire au revoir à mes parents parce que j'étais à l'international et que mon père est parti trop vite et j'ai pas eu le temps d'essayer de lui prouver que je pouvais être Ah oui. un garçon bien qui pouvait réussir et ça. Pour ma mère, elle est décédée pendant le Covid et j'ai eu le temps que je rejoigne Paris, que l'avion me pose à Roissy et que je puisse aller voir ma mère, c'était trop tard et puis il fallait demander des autorisations parce que c'est le Covid. Donc il y a quand même des choses que j'aurais aimé dire avant que les gens s'en aillent. Mais ça, c'est des blessures, à mon avis, qu'on a quand même beaucoup de mal à réparer. Ah ouais, on y reviendra dans la partie noir sur blanc. Vous citiez tout à l'heure Bertolt Brecht. Moi, j'aimerais vous citer Jean Giono, qui écrivait dans un de ses romans « Les joies du monde sont notre seule nourriture C'est vrai, c'est vrai. ». Vous la comprenez, cette phrase? Bien sûr, je la comprends je la comprends parce que ça revient à la positive attitude. Quand on noircit tout, quand on voit tout de façon négative, on est tiré vers le bas, on est tiré vers la terre qui va nous ensevelir. Or que quand on sait se réjouir, on vieillit moins vite. Quand C'est on vrai. sait être heureux, quand on sait apprécier l'instant, le moment, l'instant bonheur, modestement, un plat, une histoire, une rencontre, Mm. mais tout ça sont des instants bonheur qui vous nourrissent positivement. Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir déguster au bon moment et Ouais. pas à contrario, ah si j'avais su. Non, non, mais je comprends cette phrase de Giono là-dessus. Et vous avez besoin du bonheur des autres pour être pleinement heureux? Non, mais par contre, j'ai besoin de procurer du bonheur aux autres. Ce qui est la base de mon métier. La base de mon métier est de rendre des gens heureux. C'est-à-dire qu'ils me font confiance pour que je leur fasse la cuisine. Ils me font confiance pour que j'anime un peu ce lien entre eux et moi. Et ça, c'est un immense bonheur d'un artisan de voir que quand même nos clients sont satisfaits de ce que nous faisons. Ça, c'est vraiment Bien sûr. un bonheur. Mais le bonheur des autres est quasiment la base de mon métier. Ouais. Vous qui êtes un hyperactif, est-ce que de temps en temps vous vous adonnez au silence? Est-ce que vous méditez? Je m'adonne au silence parce que le silence pour moi j'en ai vraiment besoin. La méditation, j'en ai vraiment besoin. Donc je médite une fois par jour.
Ah oui. Ouais. Le silence, je suis un garçon assez ennuyeux parce que le bruit, c'est la plus dure des pollutions pour moi. Le bruit. Le bruit. C'est-à-dire que je ne peux pas manger dans le vacarme, je ne fréquente pas de lieux où la musique est trop forte. Donc, non, moi j'ai un vrai problème avec le bruit. Ouais. Donc, le silence est quelque chose qui me permet, la méditation, la respiration, qui est quand même l'architecture du corps et notre respiration, et de permettre de me poser et vraiment de me réancrer dans la nature des choses. Et quand vous méditez, à la fin de la méditation, vous avez le réflexe de remercier la vie? Oui, parce que ça fait partie de la méthode un petit peu. J'ai pas appris la méditation dans les livres, donc j'ai découvert la méditation par mimétisme d'ailleurs. Quand j'étais au mont Koyasan ou dans d'autres temples, je regardais un petit peu les moines méditer. Ensuite, j'ai essayé de faire comme eux. Ensuite, j'ai essayé de demander un petit peu comment je pouvais m'y prendre. Et puis, au fur et à mesure des années, on m'a donné quelques conseils. Et un moine, un jour, m'a dit, mais tu sais, d'abord, pour méditer, l'architecture du corps, c'est la respiration. Donc, j'ai réappris à respirer, à me poser, à me reconcentrer, à apprendre à diminuer mon rythme cardiaque avec ça. Donc, c'est très professionnel. Hein. Non. Il ne faut surtout pas que ce soit professionnel. C'est-à-dire qu'il faut se dire, vous savez, il m'est arrivé des fois de méditer ou de me poser ou de respirer simplement en me lavant les mains. Et voilà, vous êtes dans un endroit qui est calme, vous avez besoin de vous laver les mains, de prendre le temps pour le faire, de respirer, de vous poser, ça suffit. Je ne trouve pas qu'il faille complexifier les choses. Moi, j'ai découvert la méditation il y a des années, parce que je souffrais d'un certain nombre de choses, dans la prière aussi, parce que quand vous rentrez dans une église ou dans un lieu de culte, vous pouvez vous poser, lire un texte, c'est déjà un acte de méditation, un acte d'élévation finalement. Donc non, il faut être au contraire très détendu par rapport à ça. Or que la méditation m'était présentée comme quelque chose de compliqué, réservé aux yogis ou réservé à des gens qui auraient vécu des choses extraordinaires. Or pas du tout, moi c'est quelque chose qui faisait partie, qui maintenant fait partie de mon alimentation, je dirais. Mais vous parlez à haute voix, enfin, est-ce que quand vous parlez, quand vous méditez, vous parlez à haute voix? Non, intérieurement. Je parle intérieurement, oui. À quel vous me disiez, oui, bien sûr, ça fait partie de la méthode que de remercier la vie. Si aujourd'hui vous deviez dire merci à une personne pour l'homme que vous êtes devenu? Ce serait merci à ma maman, merci à mon père, merci à ma grand-mère, merci à mon grand-père, parce que ce quatuor, finalement, c'était un peu comme un ring de boxe, chacun apportait son réconfort, chacun apportait sa méthode, et j'ai trouvé que ces gens, avec moi, ont eu une patience incroyable et m'ont donné une force, une vitalité, de ne pas me laisser, de pas me coucher pour rien. Vous savez, c'est un peu un terme qu'on pourrait employer en boxe, mais on ne se couche pas pour rien dans la vie. Et ma mère avait toujours ce réflexe-là. Et mon grand-père, qui très tôt, dans ma petite enfance, lui qui avait survécu au conflit de 14, disait non, mais c'est pas grave ça, il n'y a que la mort qui est irréversible. C'est vrai que c'est dur à entendre quand on a 6-7 ans, mais quand on le rentre au fur et à mesure dans sa vie, on dit finalement, je ne suis pas mort. J'ai vécu une... Mais c'est de faire l'analyse des échecs. C'est ça qui est important, de dire ça n'a pas marché, bon, on va en faire l'analyse, mais passons à autre chose. Mais si vous n'en faites pas l'analyse, vous avez beaucoup de mal à passer à autre chose. Et c'est important. Vous croyez dans l'espérance? Oui, bien sûr. L'espérance, c'est le projet. Et c'est toute la mécanique pour se remettre en marche dans la vie. C'est de ne pas regarder encore une fois le sol, mais de dire c'est quoi le projet demain. Et c'est cette grande phrase du général de Gaulle en 1913, dans son livre Le fil de l'épée, il dit « Apprenez aux hommes à regarder au-dessus de la ligne d'horizon ». Et c'est vrai, dès lors que vous prenez le temps de regarder un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon, vous voyez les opportunités que vous pourriez saisir. Et or que si vous regardez la pointe de vos chaussures ou la cage d'escalier, moi ce qui était mon cas quand j'étais à la Cité des Boulereaux ou à la Cité des Bois-l'Abbé, de regarder que cette cage d'escalier qui était mortifère.
Alors, on va s'intéresser maintenant à votre part d'ombre. On va entamer la séquence noir sur blanc. Est-ce que parfois il vous arrive de redouter votre ombre? Non. Non, non, parce que non, je me suis préparé à ça. Je m'y prépare tout le temps, donc de ne pas avoir à redouter mes peurs, mes doutes, mes craintes. Ce que vous placez dans mon ombre, c'est celle qui me ferait douter de qui je suis physiquement. Une ombre qui me poursuivrait, et une ombre est un fantôme. Et il y avait un sabreur japonais qui disait « chassez les fantômes de votre vie ». Et c'est important, Musashi disait ça. Et je crois que c'est important. Donc l'ombre est importante pour des fois mesurer la lumière. Ouais. Chasser les fantômes de votre vie. Oui, mais les fantômes, c'est lesquels pour vous? Quels fantômes? J'en ai chassé pas mal. Le fantôme du doute, le fantôme de la peur, le fantôme de cette traversée de la mer de l'incertitude quand vous vous engagez. La vie est une question d'engagement. Ce qui va changer demande une prise de risque. Donc cette mer de l'incertitude que vous pouvez voir avec des fantômes, du tumulte, quelque chose de dangereux qui vous ferait reculer, oui, il faut le chasser, c'est un combat qu'il faut mener. Et donc cette ombre-là, je me jette dedans, mais je ne veux pas... Vous vous battez? Oui, parce que je considère que à vivre dans la peur, on meurt dans la honte. Vos nuits sont paisibles ou parfois non, la nuit? Paisible, je fais une très bonne récupération. Et d'ailleurs, la méditation avant le sommeil, c'est quelque chose qui fait un bien fou. Donc je dors peu, mais je dors bien. Donc je croise les doigts, mais pas que ça dure. Mais... Vous recommandez aux gens qui nous écoutent de pratiquer la méditation, surtout dans cette période si anxiogène aujourd'hui? Très anxiogène, donc il faut vraiment se dire, merci, j'ai passé une journée tranquille, vous faites votre toilette, vous méditez comme vous pouvez, comme vous savez, vous pouvez maintenant vous respirer. Et vous allez dormir. Ça peut... Là, il ne faut pas complexifier ce moment de méditation. Si vous ne voulez pas le faire devant tout le monde, vous mettez dans votre salle de bain, dans un petit coin, tranquille, vous faites votre truc, mais vous vous apaisez, dire la chance, je suis vivant. Et le matin, quelques mots, quelques étirements, et vous dites je me suis réveillé vivant, tout va bien. Et c'est là où vous pouvez mener les combats, parce que encore rien n'est linéaire. Et c'est vrai que cette société, elle est devenue fragile, anxiogène, comme on dit, et incertaine aussi. Donc si vous vous calez que là-dessus, finalement, vous n'osez rien faire. Vous restez sous la couette et vous dites non, et vous ne voulez pas entamer de projet. Donc il faut absolument avoir cette capacité. Est-ce que les Français sont parmi ceux en Europe qui consomment le plus d'anxiolytiques? Oui, moi je le regrette toujours quand j'entends ça. Or que quand on se met en mode projet, en mode cap, je veux dire, moi j'aime bien cette notion du cap, refaire l'azimut. Tous les ans, je fais un stage avec un ami, Eric, on part en montagne et on fait des stages de topographie. Lui, c'est un spécialiste un peu de la topographie. Et on cherche notre route pour atteindre des sommets. Et on a cette petite boussole qu'on appelle la boussole Silva, un petit bout de carte. Et on se déplace comme ça, sans outils très, très technologiques. Et finalement, on en tire des bienfaits pour toute l'année, quoi. Donc il faut dans la vie se dire, le cap d'hier n'a pas été très très bon, mais le cap de demain va être meilleur. Donc on refait le cap. Il ne faut pas hésiter à le faire. On prend un bain d'optimisme avec vous et de positivité. Oui, mais surtout de dire, n'ayez pas peur du changement, quoi. C'est ce côté, cette France qui est devenue très frileuse par rapport au changement, or qu'on était un peuple innovant, un peuple engagé. Siècle des Lumières. Et voilà, on a créé ce siècle des Lumières, on a tout fait, on a créé des choses absolument incroyables. Et aujourd'hui, on a peur du changement, or que le changement est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, si on est aussi durement télescopé en France, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien changer, or qu'il faut changer des choses. Et cette peur du changement, finalement, nous fait des fois reculer. Oui, le français est devenu conservateur. Il est devenu conservateur, et puis je crois on ne laisse pas, on a fait un peuple on a fait des encadrants, on a voulu tutorer tout le monde. J'ai l'impression qu'en France, c'est les mots de Jean-Louis Borloo, mais on a fait plus d'inspecteurs et de contrôleurs que de créatifs. Or que la France, c'est le pays des créatifs. Bien sûr, des inventeurs. Et ce qui me fascinait, moi
mon grand réflexe, c'est quand dans les années 70, contre l'hégémonique Boeing, on crée Airbus. C'était ça la France, c'était ça l'Europe. Ouais, Et aujourd'hui, on est télescopé par toutes ces plateformes du digital qui ne sont même pas fiscalisées en Europe et qui finalement changent et chamboulent nos vies, alors qu'on a intérêt, nous, à être proactifs là-dessus. Non, il faut redonner aux Français cette audace auquel ils appartiennent. C'était un peuple d'audace et un peuple d'ouverture, un peuple conquérant. Et on n'était pas un peuple pour être tutoré, infantilisé, pas du tout. Vous parlez d'audace, vous me faites penser à Danton, qui disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Mais bien sûr, parce que c'est ce qui vous fait accepter le changement. Quand vous voulez conserver que ce que vous avez à conserver, qui ne correspond plus du tout à l'acier dans lequel vous êtes, vous régressez. Donc c'est encore une fois cette idée de la stratégie de la libellule, observer, regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous savez, la force d'un chef d'entreprise, c'est de se dire, c'est quoi une entreprise? C'est d'être dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Alors, c'est ma conception de l'entreprise. Je n'ai pas fait de grandes études, donc je m'appuie sur ce que je sais faire. Dur avec les faits, quand vous n'êtes pas dans les bons ratios, dans le bon cap, dans la bonne évolution de votre entreprise, il faut résoudre les problèmes. Mais rien ne vous impose, quand vous tranchez une décision, d'être un bourreau. Donc, de continuer à être bienveillant avec les gens. Et je pense que nous, en France, on sait le faire, mais on a tellement cru que les autres pouvaient le faire à notre place, eh bien, on a laissé la place à des gens qui nous contrôlent, qui nous inspectent, mais qui, finalement, nous ont mis un corset et une chape de plomb. Donc, on n'échappe plus à ça et on se dit « Ah ben non, on ne peut plus rien changer. » Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut changer des choses. On est un peuple créatif, on est créatif dans l'Hexagone, on est créatif dans nos terroirs et dans nos territoires, et il faut continuer à avancer. C'est le seul moyen de retrouver un dynamisme, une respectabilité, et puis une autorité aussi, parce que moi, je veux une France qui ait une autorité sur la scène internationale. Certains pourraient se dire, tiens, on aimerait bien d'un Marx futur candidat à la présidentielle. Oui, mais je suis pas... J'ai compris le monde politique. Et alors comme vous l'avez évoqué, j'ai été élu à l'UMIH et je peux vous dire que j'aime les sports de combat, mais la politique est un sport de combat sans code moral. Donc je ne suis pas friand de ça. Donc vous reculez? Alors non, je ne recule pas, mais je pense que mes engagements sont toujours dans l'associatif, parce que dans l'associatif, on peut réunir tout le monde, y compris ceux qui ont des idéologies différentes des miennes. Tout à l'heure, vous évoquiez ce moment douloureux avec votre père, à qui vous n'avez pas dit au revoir, votre maman qui meurt pendant le Covid. Vous parliez de la libellule. Vous savez comment Victor Hugo appelait les âmes disparues? Non, j'ai pas... Les libellules de l'ombre. Vous voyez, tout nous ramène souvent à la libellule. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous croyez à la survie de l'âme? Oui. Oui. Je pense qu'on a... je pense qu'il y a une survie de l'âme, je crois à tout ça. Alors, ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais je crois à un après, je crois à l'importance, quand on est sur cette terre, d'avoir un bon karma et de se respecter et de respecter les autres. Je crois que ça contribue. J'ai beaucoup vécu en Asie et je vis encore beaucoup en Asie. Et je m'aperçois que ce que m'a apporté beaucoup l'Asie, c'est d'être respectueux de qui on est, donc d'avoir un code moral personnel, et en même temps d'être respectueux des autres. Donc, et de ceux qui nous ont donné la vie. Et de ceux qui nous ont donné la vie. Donc ça fait que je pense qu'on a une chance d'avoir un bon karma et peut-être de se réincarner dans... Ah, vous croyez dans la métempsychose, vous? Oui. La réincarnation? Oui, je crois ça. Et vous pensez que vous avez eu une vie antérieure? Je finis par le croire par moments, oui. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Je ne sais pas à quoi je peux me rattacher à ça, mais... Vous n'étiez pas une libellule dans une vie antérieure? Non, je ne crois pas, mais j'ai du mal à m'écarter de la spiritualité. J'en fais pas forcément une ligne de conduite, mais je vous ai parlé du karma, d'un code moral, et je pense que l'être humain, pour bien vivre sur cette terre, a besoin d'une spiritualité. Alors, elle peut être une spiritualité laïque, hein. On peut respecter l'autre, respecter la République, respecter ses codes et ses fonctionnements, mais je pense qu'il faut mettre... D'ailleurs, mon métier m'impose une certaine spiritualité. Regardez, au Japon, on dit « itedakimasu » quand on passe à table.
merci de ce que je reçois de la nature finalement. On a spiritualisé la nature. Donc je trouve ça intéressant pour quelqu'un qui fait un métier qui est très très lié de la terre à l'assiette, de mettre dans de la spiritualité dans ce qu'on fait. Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le moine Dongen en termes de cuisine. Dongen disait, c'est un moine du VIe siècle, il dit « La cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Ouais. » Je ne connais pas mieux. Ouais, c'est Il une dit belle phrase. « La cuisine, c'est la maîtrise du geste, du feu, du temps. Ah ouais. Coupe juste, goût juste. La maîtrise de la cuisson, l'intensité de chauffe et le temps pour faire et le temps, la saisonnalité. » Vous voyez que tout est lié à une forme de spiritualité liée à la nature des choses. Donc, je pense qu'on ne peut pas se dissocier de ça. Et quelquefois, vous pensez que on est en mesure de recevoir des signes de la part des âmes disparues, de vos parents? Est-ce que quelquefois vous dites, tiens, ça c'est mon père, ça c'est ma mère? Oui, moi j'ai racheté un restaurant parce que j'ai une pensée pour mon père. Et j'ai vu Lequel restaurant? J'ai racheté un restaurant qui s'appelait La Marée. Ah oui. Et j'ai eu comme ça un rêve le soir où mon père me dit « mais vas-y, fais-le ». Et je ne sais pas pourquoi. Et je serais incapable de vous donner un sens à ça. Vous l'avez dans le rêve, vous le voyez, votre Ouais, père, et il vous dit fais-le, achète le restaurant. Ouais, ouais. Et pourtant c'est dur, hein. On a acheté un restaurant, on a plusieurs établissements, mais aujourd'hui tous nos établissements mesurent les choses. Évidemment, on mesure les résultats économiques de l'établissement, mais on mesure aussi nos impacts, l'impact social et l'impact environnemental de nos établissements. Toujours très compliqué. Et j'avais vraiment envie de ça, de changer de mode de croissance dans mes entreprises et de dire, est-ce que je ne peux pas avoir une croissance en conscience? Une croissance qui me permettrait de mesurer l'impact social, l'impact environnemental et bien évidemment l'impact économique dont on a besoin. Donc on s'est associé avec un chef qui s'appelle Ricardo Silva et voilà, on a réouvert ce restaurant, on a eu une étoile et on est capable aujourd'hui de rendre des comptes sur notre impact social, le taux d'inclusion et l'impact environnemental de ce que nous faisons avec les agriculteurs avec qui nous fournissent nos produits. Est-ce qu'il y a une critique, une accusation à votre égard qui vous met hors de vous instantanément? Non, la critique ne m'a jamais fait peur. D'abord, j'ai été bercé par la critique. Chez les compagnons de devoirs, c'est des devoirs unis, on se construit par la critique de notre travail, ce qui est très intéressant, parce que c'est des critiques qui vous font avancer. Et puis après, moi, vous savez, je suis un fan de René Char. Et René Char dit, à force de vivre dans la peur, on meurt dans la honte. Et il y a des gens qui sont dans la critique pour vous faire vivre dans la peur. Parce qu'ils n'arrivent pas à vous ranger sur une étagère, dans une case, vous n'êtes pas fils d'eux ou élève d'eux, vous avez dérangé des cercles, et ça les agace beaucoup, donc ils vous tombent à bras raccourcis dessus. Donc si vous continuez à accepter de vivre dans la peur et vous ranger dans la norme, eh bien, ces gens-là vous font disparaître. Donc, à vivre dans la peur, vous mourrez dans la honte. C'est une passion pour René Char, mais quand j'ai une critique, et des fois d'une brutalité absolue, notamment quand j'ai été élu. Élu à la tête du syndicat. Quand on s'est intéressé notamment à la gastronomie moléculaire, or qu'on est la seule chaire universitaire en France sur l'alimentation du futur avec l'université de Paris-Saclay, fossoyeur de la gastronomie française, etc., etc. Or que je vois que les travaux de 2004 et de 2006 sont aujourd'hui quasiment dans toutes les cuisines étoilées de France. Donc non, si les gens vous font vivre dans la peur, ils vous font mourir dans la honte. Donc, si vous savez qui vous êtes, si vous savez être qui vous êtes, qui vous voulez être, eh bien, vous avancez. C'est la rectitude de vos choix. Alors après, forcément, que vous n'êtes pas forcément dans le mainstream, mais ça, c'est votre choix et votre équilibre de vie. Mais parfois, vous sentez que vous pouvez déranger, agacer. Bien sûr, c'est jamais agréable d'avoir une critique qui est souvent fausse. Par exemple, quand vous avez un professionnel qui est soi-disant un professionnel de la presse qui dit Thierry Marx a une relation avec l'industrie agroalimentaire. J'ai jamais eu de contrat avec l'industrie agroalimentaire. Donc, vous dites, alors d'abord, si j'avais eu un contact avec l'industrie agroalimentaire et que j'ai eu un contrat à signer, je l'aurais fait si le produit m'intéressait. Mais il se trouve que ça ne m'est pas arrivé. C'est arrivé à beaucoup de mes confrères, pas à moi. Mais pourquoi dire ça et pourquoi l'écrire ?
Mais vous, on vous a reproché un peu ce contrat avec Lidl, avec... Non, c'est ça. Alors surtout. oui, alors on reproche un contrat avec Lidl, or que c'est ma Pour les- société, on a une société de recherche et de développement qui a dessiné des casseroles, qui les a fait produire Ouais. et qui les a vendues. Il se trouve que c'est la marque Lidl qui les a rachetées. C'est Oui. quoi l'indécence du projet? J'ai fait une pub pour le chocolat. Oui, c'est quoi l'indécence du projet? Je ne tiens pas un point de deal dans le quartier. Donc vous voyez, et ça fait vivre quand même des dizaines de personnes dans mes Et entreprises. Picard aussi. Mais Picard, c'était génial. Ouais. Picard, on fait rentrer 90% de produits de l'agriculture française dans une bûche de Noël. Ah ouais. Et c'est vérifiable, une partie du revenu de ces bûches de Noël était pour le financement des Restos du Cœur. Mais où c'est indécent? Non, il fallait juste retenir Picard. Or que Picard est une marque de surgelés extrêmement intéressante et qui travaille directement avec l'agriculture parce qu'ils sont irréprochables, voire ils sont d'un extrémisme sur la Ouais. qualité de leurs produits. Et ils font du bio. Enfin, Mais bien sûr. ouais, ouais. Et si on réussit des choses comme Bleu Blanc Cœur, c'est parce qu'à un moment donné, la grande distribution, encore je rappelle que 70% de nos concitoyens vont dans la grande distribution, eh bien, il y a une enseigne de grande distribution qui a dit, nous, on est capable de financer un petit peu les agriculteurs qui seraient dans ce label-là. Mhm. Et en 25 ans, ça existe. C'est quand même génial. Maintenant, il faut critiquer. Il faut critiquer pour faire du looping médiatique. Alors, on peut, moi je suis un fan de la presse libre, bien évidemment, c'est pas agréable d'être critiqué, mais finalement, si vous assumez les choses, la critique tombe un peu à l'eau. Oui. Et quand les gens disent, c'est vrai que vous avez travaillé pour la marque que vous avez évoquée, bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai braqué une banque. Ah ben non, non, mais très bien, alors il n'y a rien à redire là-dessus. Mais bon, alors on me disait, mais comme vous êtes président d'un syndicat, vous défendez les hôteliers, les restaurants. Oui, mais d'où ça les télescopes? C'est pas ça le sujet. C'est pas moi qui ai décidé de donner les titres restaurants à la grande distribution. C'est l'État qui l'a décidé, donc j'y suis pour rien. Et même si ça me contrarie, c'est quand même l'État qui a pris cette décision. Donc vous voyez, alors après, encore une fois, je reviens sur cette phrase de René Char, à vivre dans la peur, vous mourrez dans la honte. Ce que j'ai connu dans le quartier, hein. Il y a énormément de gens dans le quartier dans lequel j'ai passé ma préadolescence et mon adolescence dans ces cités qui étaient très dures, des gens qui passaient leur temps à essayer de vous faire vivre dans la peur. Et nous, on était 4 copains à avoir choisi le sport, à avoir choisi ensuite l'apprentissage et ensuite l'armée, pour se dire, non, non, ces gens-là ne nous feront pas vivre dans la peur, ils ne vont pas nous terroriser tous les matins. Et je peux vous dire qu'on partait à l'école le matin à 4, on rentrait de l'école à 4, on allait au sport à 4, et on est partis en apprentissage tous les 4. Et dommage qu'ils ne soient plus là, parce que c'était vraiment on avait une fraternité, on avait comme disent les psychiatres, des chemins de loyauté comme ça qui nous chevillaient au corps, mais on s'auto-protégeait. S'il y en a un qui prenait des coups, on allait tous au carton ensemble, et c'était vraiment génial cette période de vie. Mais on ne voulait pas accepter, alors à l'époque je ne vous aurais pas parlé de René Char, mais on ne voulait pas accepter que ces types sortis de nulle part, des types qui étaient dégueulasses, viennent nous terroriser pour nous racketter nos fringues ou notre mobilette. Enfin, donc j'ai appris ça, et aujourd'hui je le matérialise toujours. Et il y a des gens qui écrivent sur ce que je fais, des fois de façon assez toxique. Je dis, mais ces gens n'ont pas à me faire vivre dans la peur. Je vole rien, je paye mes impôts. J'essaye d'être un citoyen qui a une certaine verticalité. Je n'entends pas que les gens aient quelque chose à dire là-dessus. Alors après, maintenant, il y a les réseaux sociaux, comme on dit. Mais... Et la dernière fois que vous vous êtes dit, Thierry, tu n'aurais pas dû, ça concernait quoi? Vous dites parfois, Thierry, tu n'aurais pas dû? Oui, ça m'arrive de dire... t'as trop parlé, t'as trop dit, ou pas assez dit, voilà, donc oui, ça peut m'arriver, des fois je m'entraîne à retenir un peu mon propos, mais j'essaye de travailler de ne pas être dans l'excès, dans la virulence. Parce qu'il y a une violence qui est en vous, que plus vous arrivez... maintenant, non, plus maintenant, non. J'ai été revanchard. J'ai été revanchard pendant des années, ce qui me conduisait à avoir des managements qui n'étaient pas très appropriés dans mon métier. Je voulais gravir les échelons très très vite. Donc je voulais en découdre avec cette société qui, je trouvais, maltraitait notre extraction sociale.
et je ne savais pas comment m'y prendre. Je pense que d'avoir rencontré Julien Lauprêtre au Secours Populaire et Véronique Colucci au Restaurant du Cœur, c'est des gens qui m'ont beaucoup apaisé. Beaucoup apaisé. D'abord parce qu'ils ne me considéraient pas comme un rôle modèle, mais que j'étais simplement quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose aux autres. Et puis finalement, quand j'étais au Secours Populaire ou quand j'étais au Resto du Cœur, je m'apercevais que mon petit bouton sur le nez, c'était pas grave, quoi. Et que j'avais pas à me plaindre et que je devais au contraire essayer de remettre tout le monde dans une positive attitude et essayer de s'en sortir. Et ces gens m'apportent encore beaucoup aujourd'hui, hein. Nos écoles d'inclusion et d'insertion, le travail en milieu pénitentiaire, le travail avec la PJJ, la protection de la judiciaire de la jeunesse, sont des choses qui m'apportent encore beaucoup et qui me disent calme, ça va, c'est pas grave ce qui t'arrive. Parce que je vois des parcours d'enfants, d'adolescents, de préadolescents aujourd'hui qui, dès le départ, c'est extrêmement compliqué. Et on a un gros travail dans cette société à faire sur la petite enfance. Donc quand je suis dans ces univers, le cuisinier étoilé, tout ça, je mets un peu un bémol là-dessus et je demande à ce qu'on mette un peu un bémol là-dessus et je dis qu'est-ce que je peux transmettre, si ce n'est un savoir-faire métier, de dire quand on a un projet, c'est quand même plus facile dans la vie et effectivement les gens le comprennent assez vite que dire j'ai un projet, je veux devenir boulanger. Pourquoi faire? Pour avoir un diplôme? Non, on s'en fout. Parce qu'un jour j'aurai des boulangeries ou un jour je ressemblerai à Cyril Lignac. Ça s'appelle un projet, alors ça je peux t'aider. Vous voyez, c'est de remettre ces personnes en verticalité avec cette notion du projet, pas simplement cette notion de se comparer ou d'essayer de rentrer dans une conformité. Transmettre une passion métier, transmettre un savoir-faire, c'est pas de mettre des gens en conformité, c'est de mettre des gens en mode projet. Et quand les gens aboutissent à leur projet, finalement ils disent cette société elle est pas si mal. Or que quand vous êtes du mauvais côté de la fracture sociale, vous dites cette société elle n'apporte rien pour moi, et vous finissez par vous croire assigné à votre extraction sociale. Et mon combat, il est là de ne jamais se croire assigné à une situation sociale. C'est ça qui est important. Et je crois que Julien Lauprêtre, toutes les équipes du Secours Populaire, ou Véronique Colucci et tout l'environnement des Restos du Cœur, ils m'ont beaucoup appris là-dessus, dire on remet les gens en mode projet. Déjà, quand vous les remettez à table, vous voyez, ça peut paraître modeste, mais déjà quand vous les remettez à table, quand vous les remettez dans la commensualité de manger avec les autres, de se dire déjà c'est pas si mal ça, et puis il y a une positive attitude qui repart, et c'est là où je peux mesurer le combat politique au sens étymologique du terme qu'il faut faire dans cette société pour absolument réparer cette fracture sociale qui est devenue très inflammable. Vous diriez que là on est vraiment dans une France du haut et une France du bas? Bien sûr. C'est de plus en plus avec 40 ans de fracture sociale. Vous savez, les mots de Coluche, c'était, même de Julien Lauprêtre d'ailleurs, c'était de penser que quand les Restos du Cœur se créent, que c'était conjoncturel. Et vous apercevez qu'au bout de 40 ans, c'est devenu structurel. C'est-à-dire que cette société produit de la croissance, mais elle produit, en même temps qu'elle produit de la croissance, elle produit de l'exclusion. Donc c'est-à-dire que c'est notre modèle qui ne convient plus. Et il n'est pas seulement franco-français, il est planétaire. Nos modèles de croissance économique, nos modèles de société produisent de l'exclusion. Donc c'est dangereux, parce que c'est inflammable. Je voudrais qu'on évoque la question de santé publique. Il y a 2 ans, vous avez ouvert un restaurant à Saint-Ouen, le Bouillon du Coq, dans le 93. Et il y a 3 mois, s'est installé presque en face un fast-food Master Poulet qui propose à 1 € le pilon de poulet épicé et 2,50 € la barquette de pommes de terre. Est-ce que pour vous, c'est un cauchemar? Alors, pour moi, est-ce que c'est un cauchemar? Je vais vous répondre que non. Le cauchemar, il est, encore une fois, je vais revenir à mes propos précédents, il est sur la fracture sociale. Il est sur la paupérisation de la société. Aujourd'hui, et je trouve que la communication a été un petit peu déplorable du côté de Master Poulet, mais on aurait pu se dire ça aussi du côté où il y a une prise de parole très intéressante du maire, et qui n'est pas le seul maire de s'interroger sur ce type de fast-food. Aujourd'hui,
On a Très présent dans toute la France bien sûr, aujourd'hui, avec une on a trentaine de en France restaurants. des fast-food Ouais. qui représentent, je ne parle pas que de cette enseigne, Ouais. 20 milliards d'euros de revenus. C'est-à-dire que pour la deuxième année de suite, les fast-foods font plus d'argent que la restauration assise, commerciale. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse sociale de manger en gros pour 6,90 € en dehors du champ d'application d'un restaurant, avec tout ce que ça représente. C'est-à-dire, manger, c'est quoi? C'est plaisir, bien-être, santé. Mm. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ces fast-foods contribuent aussi à un déséquilibre alimentaire. Qu'on a un taux d'obésité qui a explosé en France. On a un taux de diabète de type 2 qui a explosé chez les mineurs et les jeunes mineurs. Ouais. Donc avec Ouais. des pathologies, de maladies civilisationnelles qui vont aller de mal en pire. Et qui arrive de Avec plus en un plus tôt. PLFSS, un projet de loi de la sécurité sociale, où on s'aperçoit que 19 milliards d'euros sont liés à la malbouffe, de soins, de pathologies liées à la malbouffe. Donc je pense que c'est intéressant que les maires, et notamment le maire de Saint-Ouen, se soient interrogés là-dessus. Après, il y a l'environnement. Quand vous venez d'acheter un appartement ou vous louez un appartement, premier étage, où il y a un kebab, un poulet frit, et puis que sais-je, où vous avez de 11 h le matin jusqu'à 1 h ou 2 du matin, en bas de chez vous, des scooters, des vélos qui viennent pour des livraisons, etc. Je ne suis pas sûr que ça apaise la situation sociale. Maintenant, il faut, si vous comparez avec le bouillon que nous avons ouvert à Saint-Ouen, nous avons un menu d'entrée à 25 €. Vous voyez, 25 €, on peut encore asseoir des gens à table. Et Vos poulets, ils viennent. ah ben nous, c'est un peu des poulets français, donc Parce que Master Poulet, ça vient de Pologne, oui, d'Ukraine. je ne connais pas leurs approvisionnements, mais c'est ce qu'ils le revendiquaient eux-mêmes. Oui. Ils disaient, Oui. on n'a rien à voir. Mais ça veut dire que l'État aussi n'a pas joué son rôle. C'est-à-dire que quand vous regardez les années 70, 1970, il y a une étude de marché qui avait été faite par un groupe que je connais, et on remarquait que les gens qui mangeaient dans des bistrots ouvriers, vous savez, le petit bistrot, Ouais. alors ça ne vous parlera pas cette monnaie, mais 5 francs, on avait une entrée, un plat ou un plat, un dessert, tout le monde était là, l'ouvrier qualifié, le contremaître, le cadre, en gros on dirait, le petit patron, tout le monde mangeait dans ces bistrots, mais on mangeait pour 1 heure du salaire minimum. 1 heure du salaire minimum. Aujourd'hui, l'heure du salaire minimum, elle est dans les fast-foods. Elle est dans le snacking. De manger en déambulant, de manger sur un coin de vélo, un coin de banc, etc., etc. Donc, il y a une perte au niveau de la restauration qui s'est opérée sur, encore une fois, cette fracture sociale. Vous avez une alimentation à 2 vitesses. Vous avez une alimentation pour les gens qui vont bien et qui ont un reste à vivre suffisant. Ouais. Et vous avez une alimentation assez destructrice pour des gens qui disent 6,90 €, c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir manger à l'extérieur de chez moi. Parce que, qu'est-ce que vous répondez à LFI qui dit, non, c'est très bien, mais par exemple, le fast-food à Saint-Ouen? Je ne comprends pas ces rhétoriques de plateaux politiques, politiciennes, qui, pour faire le buzz, va aller dire non, il ne faut pas regarder. Il y a toujours ces rhétoriques de plateau et de venir à une politique politicienne. Or qu'on sait très très bien, et je pense que ces gens qui ont pris la parole à LFI ne sont pas non plus idiots, et de faire le relief là-dessus et de dire c'est une restauration qui est bien. Non, ce n'est pas une restauration qui est bien, c'est une restauration qui est surcuite, surgrillée, c'est du produit frit. On sait très bien que ça ne peut pas être bon pour l'équilibre alimentaire. Donc pourquoi défendre ça? Et puis d'admettre que dans un environnement, dans un cœur de ville où vous allez installer que de cette vente à emporter, est-ce que ça représente vraiment la gastronomie française ou le bien manger français? Je ne suis pas convaincu. Aujourd'hui, on est le pays quand même qui a le plus de fast-food en Europe. Oui, on peut s'interroger. Qu'est-ce que vous leur dites aux futurs candidats à l'élection présidentielle, là, justement, sur cette question de malbouffe et de santé publique? Moi, je ne leur dis rien. J'ai envie plutôt de poser les questions aux citoyens, et que les citoyens posent des vraies questions aux gens qui prétendent être élus. Pourquoi, quand avec mon salaire brut, je pourrais emprunter de l'argent pour m'acheter un appartement, mais quand il ne me reste plus que mon salaire net, la banque ne me prête pas l'argent pour... Il y a des sujets de fond sur le pouvoir d'achat. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut répondre. Ce n'est pas simplement de dire ça c'est bien manger, ça c'est le mal manger.
c'est un problème de pouvoir d'achat. Oui, mais vous pourriez aussi leur dire, est-ce que vous allez vous combattre, vous battre sur cette question de santé publique, de faire en sorte qu'il y ait moins de malbouffe, que les gens puissent se nourrir plus sainement. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on arrête avec le jeu politique-politicienne, c'est de répondre sur des sujets de fond. Vous parlez de la malbouffe. Je vous entends, je dis, ben oui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de bien manger, mais il y a aussi des gens qui n'ont plus les moyens du tout de faire du sport, parce que tout est lié. C'est-à-dire qu'on n'est plus un peuple sédentaire, on est devenu des peuples immobiles, on est capable de manger sur un coin de table, un coin de scooter, d'être Netflixé en mangeant des pizzas surgelées. C'est un problème d'éducation, etc. Il y a toute une société qui est en train de changer, vous avez un problème d'éducation, mais vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous êtes du bon côté de la fracture sociale, de se dire aux autres comment ils doivent manger. C'est de permettre à tout le monde de retrouver un pouvoir d'achat, de dire dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir, et que vous puissiez accéder au bon. Et simplement au bon, pas forcément à l'ultra-luxe ou ça. Mais il y a un problème de pouvoir d'achat. Moi, tant que cette société ne retrouve pas le pouvoir d'achat, tant que cette société ne retrouve pas le goût de se dire... je produis un effort, je travaille, j'ai un projet métier, mais au bout du compte, il ne me reste rien. Oui. C'est difficile de donner des leçons de bien manger à des gens qui, le 10 du mois, achètent un prix bien puis sûr. Une valeur. Évidemment, face à la cherté de la vie, ceux qui choisissent les fast-foods, on peut les comprendre aussi. Bien sûr, et puis il y a aussi ce sentiment de déclassement qu'on peut avoir quand on n'a pas accès, comme tout le monde, à pouvoir aller manger à l'extérieur de chez soi. Oui. Vous savez, ce sentiment de déclassement, il est bien plus fort qu'on ne le pense. Moi, je viens d'une extraction sociale modeste. Eh bien, il m'est arrivé, quand j'étais ado, de dire, moi, j'aimerais bien aussi avoir un blouson comme ça, et j'aimerais bien pouvoir aller dans les restaurants comme ça. Eh bien, finalement, ces fast-foods ont été une réponse pour des gens qui n'avaient plus accès au monde du restaurant. Qu'est-ce que vous demandez au prochain président de la République, celui qui sera élu? Vous aimeriez qu'il prenne quelles mesures? Il y en a plusieurs. Il y a la mesure sur, d'abord, cette capacité à s'engager sur le changement, sur du long terme, de regarder un petit peu où vont toutes ces taxes et qui fait qu'à un moment donné, les gens qui travaillent, les gens qui se sont mis en mode projet métier, pourquoi ils ne s'épanouissent plus avec leur travail? Il y a un vrai sujet. Qu'est-ce que vous allez faire sur le pouvoir d'achat et notamment sur cette idée du salaire net, salaire brut? Vous ne pouvez plus vous contenter de fiscaliser autant la société et qu'il n'y ait pas une réponse sur le manque de médecins, le manque en milieu hospitalier, etc., etc. Donc, ce que ne comprend plus aujourd'hui le citoyen dont je fais partie, c'est je suis fiscalisé beaucoup et finalement, je n'ai pas l'usufruit de ce que je donne à la collectivité. Donc, à un moment donné, on ne s'y retrouve pas. Et je pense qu'il y a un intérêt à sortir de ces rhétoriques de plateau télé que j'ai évoquées, de politique politicienne, en disant « moi j'ai la solution, vous ne l'avez pas », or que je crois que c'est faux, et de regarder les choses en face, et notamment celle du pouvoir d'achat. Si vous prenez simplement le modèle des 30 Glorieuses, c'était un modèle très libéral. Moi, je ne suis pas à défendre le modèle très libéral, mais c'était un modèle très libéral. On travaillait, il y avait une rémunération, et il me reste quelque chose sur ma rémunération. Donc, ce qui me permet de ne pas avoir besoin d'être trop tutoré par l'État. Je peux choisir ma mutuelle santé, j'ai les moyens de le faire. Je peux choisir où je vais aller en vacances, je peux changer de véhicule, je peux m'acheter un appartement, je peux donc déménager. Vous savez, dans les quartiers dans lesquels je travaille avec nos écoles, on a des fois la 3e génération qui est dans le même appartement. Parce qu'ils n'arrivent plus à passer. Et on n'a pas tiré les leçons dont on aurait dû tirer de cette époque des Gilets jaunes. Moi, vous savez, quand la première manifestation des Gilets jaunes, j'ai pris ça comme une contrainte rue Saint-Honoré. J'avais mon établissement qui était rue Saint-Honoré, donc on était fermé, c'est terrifiant. Et la deuxième manifestation, j'ai discuté avec des gens qui manifestaient, des parcs, qui n'étaient pas forcément des casseurs. Et à la fin de la conversation que j'ai eue avec ces personnes, je me suis dit, mais j'aurais pu faire partie de ces personnes. Vous savez, dans les années 2000, on a créé cette loi sur le surendettement. Vous voyez, c'est ces gens qui voulaient arriver dans la classe moyenne. Ils se sont endettés pour arriver dans la classe moyenne, et puis tout d'un coup, ils sont retombés parce qu'ils étaient surendettés. Et il y a eu la loi Neyer, statut. On n'a pas écouté ça, on n'a pas attendu, et 30 ans après, ça explose. Eh bien, si on ne veut pas que ça se reproduise, il faut regarder les faits. Ce que fait un chef d'entreprise, il regarde les faits. Il est dur avec les faits. Qu'est-ce qu'il ne fonctionne plus?
Aujourd'hui, on a une société qui ne répond plus parce que le citoyen qui travaille, qui s'engage, qui s'implique, le 10 du mois, il a découvert, il ne comprend plus le mécanisme de nos surtaxes, nos fiscalités, qui font qu'à un moment donné, eh bien, on a l'impression de mettre des rustines sur un bateau qui coule. Donc c'est une façon aussi pour vous de prendre part au débat politique, enfin en faisant passer certains messages pour 2027. Personnellement, je ne m'implique jamais dans le débat politique, bien que j'écoute tout le monde. Vous parlez de la gauche, la droite, le centre. J'écoute tout le monde, j'essaye de partager ce que je crois juste, mais je me sens plus efficace dans le monde associatif. Quand je vous parlais des Restos du Cœur, ou quand je vous parlais du Secours Populaire, ou quand je parle de nos écoles, cuisine, mode d'emploi, et toutes ces associations qui sont autour, eh bien, dans une association, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi. Mais on s'entend sur l'essentiel. On cherche des solutions plutôt que de chercher des coupables en permanence. Et vous apercevez que ce monde politique est devenu bipolaire. Eh bien, il cherche des coupables tout le temps. Mais il ne cherche pas de solution. Donc, dans l'associatif, je pense aujourd'hui à l'engagement des forces associatives qui sont capables de proposer des solutions qui soient entendues par tous. Et d'ailleurs, on ne sait plus que débattre en France. On ne sait plus avoir de conversation. Chaque fois que vous avez une conversation en France, ça devient un débat et on oppose des contraires. Oui. Or, je pense que la conversation est intéressante et de dire, et si on mettait un embryon de solution sur... On fait un essai, on teste, ça fonctionne. Sur le pouvoir d'achat, sur le salaire net, sur le salaire brut, quand les gens ont suffisamment de moyens. Vous savez, moi je le vois avec des gens très modestes qui finissent par économiser quelques sous et qui, malgré qu'ils soient modestes, vont payer des cours supplémentaires à leurs enfants. Et oui. Ça. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'être tutorés par un État, mais de retrouver la propre gestion de leur argent. Et je trouve qu'on a eu un État qui a fini par infantiliser, invisibiliser des personnes qui n'avaient pas à être invisibilisées. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit réparer. Et je pense que le monde associatif a le pouvoir de prendre ça en main et de dire au monde politique, attendez, nous, on a des questions pour vous et on attend des réponses. Adressez-vous à la caméra. Non, mais dites ce que... je le dis, le monde associatif peut regrouper un certain nombre de questions que nous devrions poser là, maintenant, aux candidats à l'élection présidentielle, leur dire qu'est-ce que vous allez faire pour le pouvoir d'achat, comment on résout cette notion entre le salaire net et le salaire brut où les gens ne se retrouvent plus, même quand ils s'engagent dans un travail et que le 10 du mois, ils sont à découvert, eh bien, c'est plus possible. Donc, encore une fois, attendez-vous à ce que le monde associatif vous pose de vraies questions pour que vous trouviez des solutions et que vous arrêtiez de chercher que des coupables. Alors, on poursuit. Si je vais vous tendre ce domino et vous allez me dire si ce sont les chiffres pairs ou impairs qui vous attirent le plus. Bah là, c'est impair, ça m'intéresse parce que 3, pour moi, il y a toujours... 1, il n'y a pas de choix, on impose. 2, c'est une alternative. 3, commence le choix. Alors, donc 3, c'est l'impair. On va faire une interview impair. Justement, le chiffre 3 évoque souvent un équilibre instable. Dans une assiette, est-ce que le 3 crée plus d'harmonie que le 2 ou c'est juste une affaire de regard ? Le 3 crée l'harmonie, bien sûr. D'accord. 1, vous imposez. 2, c'est une alternative. 3, crée l'harmonie. Un plat à trois bien ingrédients. Bien sûr, vous allez prendre un filet de bar rôti avec un poireau légèrement fumé et une sauce à base d'huile d'olive. 3 gestes, 3 ingrédients et l'accord parfait. Un plat un petit peu moins luxueux pour ceux qui n'arrivent pas à terminer les fins de mois. Le filet de hareng, pomme à l'huile. Donc vous avez le filet de hareng légèrement fumé, légèrement tiédi, sur une pomme de terre cuite à la vapeur. Et là, on n'est pas dans l'expansive. Et un trait d'huile de colza avec mariné un petit peu à l'oignon. Oui, il y a 3 gestes, 3 ingrédients. Et vous avez un accord parfait. Je veux juste revenir au chiffre 1. Un plat unique pour vous. Le pain. Le pain, c'est un plat, le pain. Pour moi, c'est un plat parce que c'est un support. Si je ne mange que du pain, je suis à satiété. Ce n'est pas très mauvais pour la santé. J'ai une croûte, une fermeté, notamment le pain de seigle. Et puis, j'ai une notion du 3. C'est-à-dire que la farine, l'eau et la fermentation avec le sel. Donc, vous avez un plat complet autour du pain. Et c'est ce qui m'a inspiré beaucoup pour devenir cuisinier. Parce que le boulanger digne de ce nom
eh bien, il a le choix de 3 ingrédients. Et je crois même que vous raffolez vous pourriez vous contenter d'un pain beurre sardine. Ah ouais, complètement. Ouais. C'est souvent mon cas d'ailleurs. On fait partie de ces gens qui finissent tard le soir. C'est jamais bon de manger après le service, mais souvent c'est seigle que je congèle parce que je l'achète qu'une fois par semaine. Et beurre doux, pas beurre demi-sel, mais je pose des sardines dessus. Et je trouve que c'est un plat de mon enfance, c'est un plat que je mangeais avec ma grand-mère ou ma mère. Il y avait toujours une collection de boîtes de sardines à la maison. On peut dire les vieux, parce que j'aime bien le mot vieux. Les vieux avaient quand même cette capacité à faire du placard. Ce bon ou mauvais réflexe de la guerre, on faisait du stock de sucre, du stock de sardines et du stock de harengs. Donc c'est un peu la Madeleine de Proust, ma Madeleine de Proust. Alors le chiffre 5 est souvent cité en cuisine asiatique, avec notamment la salade aux 5 parfums ou aux 5 épices. Vous la servez dans vos restaurants Non, pas du tout. J'ai appris ça quand j'étais en Thaïlande. Sur la cuisine chinotaille, on avait une salade aux 5 parfums. Ah, voilà. Je trouve. Vous vous souvenez des parfums? Non. Badiane, fenouil, cannelle, clou de il y avait girofle, ça, mais je trouvais que ça finissait par écraser la feuille de salade. Et je ne suis pas fan de ces. Je pense que nos cerveaux ne sont pas équipés pour avoir une succession d'analyses comme ça, de 5 épices, 8 épices. Ça rentre un peu et ça abîme finalement le produit de base. Chiffre 7. Êtes-vous un adepte du gâteau breton aux 7 cuillères? 7 cuillères à soupe de sucre, 7 cuillères à soupe de farine, 7 cuillères de lait, 7 cuillères à soupe d'huile neutre. Alors, je ne suis pas adepte de ce gâteau, mais je suis adepte du chiffre 7. Parce que le chiffre 7 en numérologie chinoise, c'est le chiffre de renouvellement. Et j'ai globalement un projet tous les 7 ans. Ah ouais? Et je m'y suis toujours tenu. Donc au bout de 5 ans, je suis allé au bout de ce que je voulais faire dans un projet, que ce soit d'une entreprise, d'une action, etc. Et que je me laisse 2 ans pour changer de cap et d'avoir un autre projet. Donc ce chiffre de renouvellement, j'y fais très attention parce que c'est le chiffre 7. Et vous voyez, quand mon contrat, j'avais 65 ans, et ça faisait 2 fois 7 ans que j'étais dans le groupe Mandarin, et j'ai dit, il faut que je parte. Et on me dit, mais t'es fou, tu pars à 65 ans, mais c'est complètement dingue. J'ai dit, il faut un autre projet. Et j'avais le projet d'Honor avec mes collègues du Mandarin. Mais c'est le seul chiffre qui me fait rester en verticalité. Tous les 7 ans, le chiffre du renouvellement pour arriver au chiffre 8, qui est le chiffre du bonheur. Et de la chance. Et de la chance. Bon, on est dans les impairs, on termine. Le chiffre 9 est souvent cité pour son potage aux 9 légumes. Non, 9, ce n'est pas un chiffre qui m'impressionne plus que ça. Les 9 légumes, je trouve ça, j'ai déjà trouvé une résonance à cela, mais le chiffre 9, ce n'est pas un chiffre qui me parle ou qui m'interroge. On arrive à la dizaine et c'est vrai que c'est un autre cycle et c'est autre chose. Et donc, si vous deviez choisir un chiffre impair pour vous représenter, ce serait donc le 7. Le 7. Ouais. Voilà. Le 7. Facilement d'ailleurs, parce que 3, 5, 7, c'est... Vous savez, c'est pas pour rien que je les cite. Quand vous regardez la construction des cathédrales et que la formation des gens qui travaillent sur les cathédrales, c'est 3 ans pour être apprenti, 7 ans pour être ouvrier qualifié et ensuite, on avait le chiffre les 5 ans, c'était pour être compagnon et 7 ans pour se remettre encore en question sur un autre projet. Donc, vous voyez, ce n'est pas des chiffres qui arrivent du hasard. Que prenez la numérologie chinoise ou notre façon de construire nos cathédrales, vous allez retrouver toujours ces chiffres du 3, du 5 et du 7. Voilà. Et c'est des chiffres de construction. Et le chiffre impair n'est pas un chiffre loupé. C'est un chiffre très utile. Quand vous dites 3, 3, c'est vraiment les notions de l'apprenti. Vous allez construire sur 3 éléments qui vont être forts, 3 piliers forts. Quand le 5, c'est la même chose. Vous arrivez à un aboutissement d'une compétence. Et 7, vous passez à un autre projet. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent?
ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Alors nous, on va passer à la dernière séquence, hasard ou destin, car lorsqu'on pioche un domino, eh bien tout s'enchaîne, hein, on le pioche au hasard, et finalement c'est comme si la vie était l'œuvre du hasard et du destin. Alors, Thierry Marx, dans une cuisine, on va faire un question-réponse, dans une cuisine, rien n'est laissé au hasard, mais dans votre vie, avez-vous déjà eu le sentiment qu'une force invisible écrivait la recette? Oui, bien sûr, j'ai toujours eu l'impression qu'une force invisible écrivait la recette parce que la recette naît d'une inspiration. Elle n'est pas comptable. Oui. Donc, vous allez au marché, vous sentez une odeur, vous dites, faut que je la transpose, faut que je fasse quelque chose. Donc, vous allez faire confiance aux produits que vous avez sous la main et un petit peu au hasard. Quel mode de cuisson vous allez choisir, quel assaisonnement. Donc, il faut faire confiance, encore une fois, je vous le dis, à cette capacité à traverser la mer de l'incertitude. Et c'est ça qui vous fait homme, au sens large du terme, bien entendu, hein, hommes et femmes. C'est de dire 80%, je maîtrise le geste, le feu, le temps. Est-ce que ça va être bon? Et donc, cette part de hasard, cette part de mer de l'incertitude, elle est intégrée à une recette. Vous ne savez pas pourquoi une recette va fonctionner et pourquoi les gens vont retenir cette recette. Moi, quand on me parle de mon risotto de soja, je ne vois pas pourquoi ce produit fait encore mouche aujourd'hui. Tout à l'heure, vous évoquiez votre père. Vous disiez qu'il était venu dans votre rêve pour vous pousser à acheter ce restaurant. Ouais. Est-ce que votre grand-mère ou votre mère est venue dans votre rêve pour justement vous souffler une recette Non, jamais. Pas au niveau de la... Je pense parce que c'est né d'un univers comme ça qui ne ressemblait pas, où la table était utile. La table n'était pas festive. La table était... il fallait manger, il fallait tenir le coup, il fallait... donc la table, il y avait une logique comptable, parce que ma grand-mère faisait le marché une fois par semaine, et ça devait tenir jusqu'au dimanche d'après. Donc, et ma mère faisait la même chose, mais elle travaillait. Donc elle faisait les courses le vendredi soir, et il fallait que ça tienne jusqu'au... Donc il n'y avait pas cette notion de cuisine, de plaisir. Il y avait une fois par an l'idée du plaisir, de manger excellemment bien et de réunir tout le monde. Ouais. Et c'était un dîner par an. Mais attendez, chez le dimanche, chez les grands-parents, c'était quoi le plat du dimanche ou chez vos parents? Alors chez mes parents, il n'y avait pas de plat du dimanche parce qu'on faisait beaucoup de sport et en général, on était dans des petites compètes à droite à gauche. Mais le plat de ma mère du samedi soir, c'était les moules frites. Vous avez les yeux qui s'allument là, qui pétillent. Oui, parce que oh là là. Alors avec mon père, on se mettait au grattage des moules et ma mère se mettait à éplucher les pommes de terre pour faire les frites. Je me souviens, elle les essorait dans un torchon et elle se risquait à soit une tarte aux pommes et dans les grands jours, un Paris-Brest. Et je me rappellerai parce que c'était... Voilà, alors après, quand on est arrivé dans cette cité, on avait un appartement plus grand, et puis moi je rentrais dans l'adolescence, donc on était moins présents à table, et c'est ça. Mais je sais ça. Et ma grand-mère, c'était le dimanche, c'était poulet. Poulet qui devait tenir jusqu'au dimanche soir, parce qu'il y avait toujours un énorme plat de pommes de terre, parce que on était très patates à la maison. Et puis après, il y avait dans la semaine... le pot-au-feu qui faisait au moins 4 repas. Ah oui. Ouais, parce que ça finissait en tomates farcies en général ou en hachis parmentier. Ouais. Et le pain de chien. Et le pain du chien? Le pain de chien, ma grand-mère ne jetait pas le pain. Donc à partir du jeudi, on récupérait tous les morceaux de pain, on les faisait tremper soit dans de l'eau, soit dans du lait, avec des raisins. Après, elle le brassait, elle l'écrasait finement. Elle rajoutait des œufs, du sucre. Normalement, il y a du rhum, mais comme il y avait des enfants, elle ne mettait pas de rhum.
et que l'alcool était interdit à la maison. Et après, elle cuisait ça au four. Et on mettait de la confiture dessus. On appelait ça du pain de chien parce que ça ressemblait à une pâtée au départ. Mais c'était pas mauvais. Et on allait à l'école parce qu'on emmenait un goûter à l'école et on emmenait le pain de chien. Et les gars du Nord qui vivaient dans l'immeuble d'à côté, quand on était au 140, disaient « Ouais, ta grand-mère a fait du pain de chien ». Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'appelait le pain de chien, mais en tout cas, c'était super bon. Ouais. Bah, elle faisait comme Escoffier qui récupérait tout. Il n'y avait jamais de déchets à l'époque, là, au 19e. Escoffier ne parlait pas de déchets, il parlait de coproduits. Oui, il disait la cuisine ne produit pas de déchets. Ouais. Ça n'existe pas. Il récupérait les os, du poisson. Les arêtes, oui, non, il y avait toute une histoire qui a été déformée d'ailleurs sur la cuisine d'Escoffier. Mais effectivement, ce qu'il écrivait dans ses mémoires, la cuisine, aujourd'hui on vous parle de récupérer des coproduits qu'on appelle les épluchures. Non, ça n'existe pas. La cuisine n'a jamais produit de déchets. Il n'y avait pas beaucoup de poubelles dans les cuisines. Ouais. Alors, quand vous repensez au jeune Thierry Marx, y a-t-il une rencontre ou un événement qui, avec le recul, ressemble à un rendez-vous du destin? Non, il n'y a eu que ça. Que ça? Il n'y a eu que ça. Quand je rencontre mon premier professeur de judo, premier professeur de boxe, monsieur Rodriguez, Cataneo, en judo, le judo club de Champigny, le ring montreuillois, tous ces gens de la boxe et du judo m'ont beaucoup mis en verticalité. Et puis après, il y a eu les professionnels. Il y a eu Claude Deligne, restaurant Le Taïwan, qui me donne ma chance. En acceptant de ne pas regarder mon CV. Oui. C'est quand même grand. Après, il m'a présenté à Joël Robuchon, il m'a présenté à des grands chefs. Donc, c'est des gens qui ont construit. Non, il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres. Véronique et Philippe Carillon, qui étaient eux issus du monde politique, mais qui m'ont aidé à construire les écoles. Véronique Colucci, Julien Lauprêtre, énormément de gens. J'ai même rencontré Élie Denoy de Saint-Marc, qui m'avait fasciné. On était chez le même éditeur. Et je me souviens de cette figure, de cet ancien officier de l'armée française qui m'a beaucoup touché. Non, il y a des gens qui m'ont fasciné, donné une conduite. Toujours des gens qui avaient une certaine verticalité, une certaine vérité et profondeur. Donc rendez-vous du destin. Des rendez-vous. Oui, bien sûr. Et puis des gens qui m'ont donné le goût de l'écriture. Vous avez Yann Delécotet, à qui j'ai demandé de corriger un de mes articles. Je voulais me lancer un peu dans le pseudo-journaliste que je ne suis pas. Et il m'avait fait faire un article, et il m'avait corrigé un article de 2500 signes. Je me dis, mais le jour où j'écris comme ça, j'arrête le métier de cuisinier. Alors, le destin, est-ce quelque chose qui nous tombe dessus ou est-ce quelque chose qu'on cuisine à feu doux pour donner de la cohérence à sa vie? Difficile votre question parce que on n'est pas... ça me fait penser à la chanson qu'on chantait souvent avec Véronique Colucci, « Être né quelque part ». On ne sait pas. Et il y a une part de hasard dans votre naissance. Et ça, c'est... Après, le destin, c'est vous qui le faites, hélas. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de vos rencontres, de vos envies, de votre ressenti, que vous allez vous dire, je suis peut-être né dans une zone et je vais créer mon destin. Et c'est ça que j'essaye pas d'enseigner, mais de faire comprendre, ok, tu n'es peut-être pas né dans l'extraction sociale dans laquelle tu souhaitais, mais c'est pas ta vie. Vous savez, il y a cette grande phrase de Bakounine. Bakounine disait, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ils appartiennent à leur liberté. Et je pense que, alors je ne suis pas un admiratif absolu de Bakounine, mais au moins dans cette phrase, il y a quelque chose de vrai, dire, vous ne choisissez pas là où vous êtes, c'est un peu le hasard, mais il faut que vous rencontriez l'élément déclencheur qui vous fasse prendre conscience qu'il faut prendre votre destin en main. Et ça, c'est vous savez, c'est la grande... c'est ce que je m'applique à faire dans mes écoles, croyez en votre destin. Votre passé est passé, de toute façon, vous ne le referez pas. Donc, il faut prendre en compte. Donc, vous voyez, elle est compliquée, votre question. Mais est-ce que vous pensez que nos blessures façonnent davantage notre destin que les ambitions elles-mêmes? Bien sûr, l'ambition, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais nos blessures, si on sait les réparer, les assumer, je crois beaucoup. Une blessure, ça se soigne. Est-ce qu'elle est réparée?
Est-ce qu'on oublie ces blessures? Non. Est-ce qu'on pardonne les blessures qu'on nous a faites? Non. Mais en même temps, il faut se dire qu'il faut passer outre. Et, Il faut les dépasser. il faut les dépasser et faire autant que l'on peut sur la réparation de ces blessures. Mais il ne faut pas trop s'attarder dessus. Parce que sinon, finalement, vous passez votre temps à réparer des choses et on à n'avance tourner pas. et vous n'avancez pas. Donc se remettre en verticalité, donc je reviens à dire, se remettre en mode projet, retrouver un cap, c'est ça qui fait votre destin. Le mot verticalité, c'est Thierry Marx. Il Mais vous oui, symbolise. parce que moi je l'ai appris par mes propres moyens. C'est-à-dire que quand vous faites du judo, il faut garder votre verticalité. Quand vous faites de la boxe, c'est pareil. C'est pareil. Quand vous faites du tir, c'est pareil. Quand vous faites plein de choses, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, si vous regardez juste la pointe de vos chaussures, juste vos malheurs, juste votre écosystème, finalement, vous ne regardez pas au-dessus de la ligne. Vous ne saisissez pas les opportunités. Et vous finissez par regarder que la terre qui va vous ensevelir. C'est ça qui est compliqué. Donc, il faut avoir cette idée de la verticalité et du cap. J'ai rien inventé. Dans le fil de l'épée, moi, je relis souvent ce livre du général de Gaulle, comme le livre de Marc Bloch, d'ailleurs, où Marc Bloch, ce grand résistant français qui disait, mais le monde politique de son époque ne regardait plus la réalité, donc ils n'ont rien vu venir. Et il avait tout écrit de ce qu'allait arriver de la France pendant la guerre de 1939-45. Ouais. Alors, quand vous regardez, si je vous dis, quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai choisi ma vie, ou bien la vie m'a choisi? Non, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi ma vie, non, mais je regrette rien de mes choix, bien que ce soit compliqué par moments, de choisir sa vie, de faire acte de choses qu'on veut ou des actes de choses qu'on ne veut plus. Et il est bien évident que c'est jamais simple. D'ailleurs, si on devait tout simplifier, on irait mourir dans les cimetières. Donc, et que la vie, c'est fini quand c'est fini, quoi. Donc, tant qu'il y a une once de vie, il faut se battre. Enfin, vous dites que la vie continue après la mort. Oui, moi, je crois à ça. Maintenant, je n'impose pas aux gens de le croire. Bien sûr, mais on peut espérer. Mais je pense que l'âme ne se contient pas dans une enveloppe. Donc, voilà, l'enveloppe est morte, mais peut-être, peut-être que je surestime ça, peut-être que ça m'aide à vivre, peut-être que ça m'aide à mieux me comporter aussi, pour pas avoir un comportement qui soit en deçà de ce que je crois, de respecter, de me respecter, de respecter les autres. Mais après, vous avez eu, à un moment, vous avez eu peur de perdre votre âme? Non. Non, perdre la vie, ça a failli m'arriver plusieurs fois, mais perdre mon âme, non, parce que je pense que j'ai eu la chance de naître dans une famille qui avait de la rigueur, de la rectitude, qui savait faire des choix que je ne savais pas comprendre des fois dans ma petite enfance ou dans mon adolescence, mais qui m'ont quand même forgé de se dire prends-toi en main, mon garçon, c'est pas de la faute des autres. Et je pense que dès lors qu'on vous biberonne à ça, moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans le monde politique, c'est que les gens disent qu'il y a un ascenseur social, qu'on est égaux dans la vie. Non, on est différents, égaux, inégaux face à la vie. Et que la loi peut amener de l'égalité, mais la réalité du terrain fait que vous ne choisissez pas l'extraction sociale dans laquelle vous allez naître. Et qu'effectivement, le cadre de départ a son importance, pas forcément en richesse numéraire, mais en richesse de moralité. Moi, j'ai qu'à me satisfaire de ce que m'a donné ma grand-mère, mon grand-père, mon père, ma mère. C'est des gens qui baissaient jamais la garde, qui ne se couchaient pas pour rien, qui n'admettaient pas un certain nombre de choses et qui ont avancé comme ça. Donc, quand vous naissez là-dedans et que très tôt, votre maman, votre papa dit écoute, la complainte, c'est pas pour nous. Donc, on avance. Ça ne marche pas à l'école, essaye autre chose, mais... il faut arrêter de s'écouter, parfois. Il faut arrêter de s'écouter, il faut surtout se mettre en mode projet. On l'a bien compris, Thierry Marx. Il faut avancer, garder un esprit positif. C'est la phrase de Brecht, Bertolt Brecht, celui qui ne combat pas a déjà perdu. J'ai deux dernières questions. Si le destin avait une odeur, quelle serait-elle?
Et si le hasard avait aussi une odeur? C'est l'odeur de la cuisson du pain. Quand vous cuisez un pain au levain, il y a une odeur extrêmement riche, avec une légère pointe d'acidulé, avec la farine qui commence à se torréfier. C'est une odeur très particulière. Moi, je me souviens de la boulangerie Ganacho, quand ils mettaient ces pains au levain, avec déjà à l'époque des graines de lin et des graines de sésame dedans, ça sentait dans tout le quartier. C'était extraordinaire. Et le pain, pour moi, c'est la vie, parce que c'est l'eau, le sel et le bonheur, finalement, de la dégustation. Donc, pour moi, c'est ça. Et donc, le destin, pour vous, aurait l'odeur du pain? Ah ben bien sûr, parce qu'il est l'odeur de la vie, de la terre à l'assiette. C'est-à-dire que sans nourrir un levain tous les jours, il meurt. Vous voyez que c'est encore une fois, on revient sur l'idée du projet. Si vous nourrissez pas un levain, c'est pas une levure industrielle qui fera le travail. Donc nourrir un levain, c'est d'entretenir la vie, le projet du lendemain. Donc c'est la magie. Donc cette odeur du pain qui cuit, et du pain au levain, comme je l'ai vu aussi quand j'étais jeune apprenti, j'allais à Saint-Céré apprendre à cuire des gros pains, ce qu'on appelait des recuites, à base de seigle et de sarrasin. Il y avait un levain à fermentation de jus de pomme. Et tous les matins, le chef, il le disait à personne, mais il venait nourrir son chef. Et son chef, il l'appelait comme ça, c'était le levain. Ah, magnifique. Et ouais, c'était extraordinaire. Non, ça a le goût de la vie, l'arôme de la vie, le pain. Et le destin, alors? Dernière question. Le destin, c'est un cap, on fait son destin. Non, mais quelle odeur? Ah, l'odeur du destin, c'est compliqué. Non, du hasard. L'odeur du destin, hasard. c'est le pain. L'odeur du hasard, pour moi, c'est une odeur très, très acide qui peut être un petit peu dure. Ce serait presque un arôme. L'odeur du hasard, ça peut être un arôme. J'ai du mal à trouver l'idée de l'arôme du hasard, parce que comment je pourrais trouver l'arôme du hasard? C'est vraiment, je ne sais pas. Vous reviendrez. Oui, je reviendrai parce que je vais chercher. Je ne suis pas un fan du hasard. Je pense qu'on construit son hasard, comme on construit sa chance. Donc à un jeune, vous lui diriez plutôt de croire dans son destin, plutôt que de se laisser guider par le hasard? Bien sûr. Il n'y a rien à... C'est une spirale. Je lui dirais surtout que la vie, c'est de marcher droit, entre l'ordre et le désordre. Si vous mettez trop dans l'ordre, vous sclérosez. Et si vous mettrez trop dans le désordre, donc dans le hasard, c'est une spirale infernale. Donc la vie, c'est le cap. Regardez droit devant soi et d'essayer de marcher à un rythme lent. Ce n'est pas la peine de chercher à accélérer les choses. Un rythme lent sur une poutre entre l'ordre et le désordre. Vous voyez, c'est cette petite étroiteté de la vie. Et des gens se croient protégés par l'ordre des fois, et que ce n'est pas vrai. Et se croient heureux dans le désordre, que le désordre va les faire disparaître, va les balayer comme une feuille au vent. Or que quand vous avez un cap, une voie, eh bien c'est un petit peu différent. C'est ce que j'essaye de leur expliquer. Or que des fois, ils ne se rendent pas compte que ce qui leur arrive, c'est juste un manque de projet. Eh bien, on va se quitter sur ces jolies paroles, Thierry Marx. Merci pour votre générosité, votre sincérité dans vos propos. Et puis, bon vent. Oui, bon cap. Bon cap. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Domino, l'émission qui va au-delà des mots. Merci.